Le conflit d'usage, c'est un sujet qu'on regarde. C'est-à-dire, en gros, quelle est la part du foncier agricole qui est utilisé pour faire autre chose que de l'activité agricole. Et vous avez raison de souligner qu'il ne faut pas que ça se fasse de manière désorganisée, non planifiée, où on fasse un peu miroiter des revenus faciles à des agriculteurs, subventionnés en plus sur fonds publics, et qui risquent, lorsqu'on additionne toutes ces démarches, de nous priver de surfaces agricoles qui soient cultivées. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cliquets qui empêchent d'utiliser de manière totalement désorganisée ces surfaces agricoles, et on est en train de les renforcer. Et par ailleurs, moi, mon objectif, c'est que, par exemple, sur les méthaniseurs, on vient de signer un décret qui limite la part de biomasse d'origine agricole, donc ça doit être des déchets, mais ça ne peut pas être des cultures. C'est-à-dire que les cultures, c'est fait pour nourrir du bétail ou pour nourrir des hommes, mais c'est pas pour faire autre chose. Parce qu'en parallèle, il y a aussi le développement du photovoltaïque. Enfin, il y a quand même des milliers, centaines d'hectares de toits qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques. Exactement. Ça, c'est une hérésie quand même. Et c'est pour ça que dans la loi accélération de la transition énergétique que je présenterai en Conseil des ministres en septembre, il y a notamment comment on libère du foncier qui n'est pas utilisé aujourd'hui pour les énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque, les délaissés routiers. On n'en fait pas grand-chose. Donc, si on l'utilise pour des panneaux photovoltaïques, c'est pas plus mal. Les grands parkings qui ont des ombrières, si on met des panneaux photovoltaïques, ça ne dérange personne. Alors effectivement, il y a les toits d'usine, mais ça, je crois que c'est assez largement parti pour des raisons évidentes d'économie. Ça peut être le cas dans les Landes où on a enlevé de la nature pour mettre des panneaux photovoltaïques. On a vocation à être très vigilant, et c'est quand même ce gouvernement qui a fait le zéro artificialisation nette. Je veux le rappeler, c'est une mesure qui est assez décriée par certains, mais nous avons assumé cette mesure-là. Emmanuel Le Chypre. Moi, j'avais une question sur qu'est-ce qui nous attend cet hiver. Parce qu'en fait, finalement, l'automne, on a une assez bonne visibilité. On sait qu'on aura 30 centimes à la pompe en moins sur 2 mois. Le prix à la pompe baisse là, en ce moment. Voilà, les prix ont plutôt tendance à baisser. Mais l'automne, il est joué finalement. Mais là, quand on voit les prix de l'électricité pour cet hiver, on voit des prix pour livraison cet hiver qui sont 2 fois plus élevés quasiment que ceux de l'hiver dernier. Vous nous avez très bien expliqué la problématique du gaz. Le pétrole, on voit que c'est dur de produire autant qu'on en a besoin. Et moi, je vois beaucoup de gens qui disent, mais si on dépense pas aujourd'hui, c'est parce que beaucoup font des économies en se disant, mais qu'est-ce qui va nous attendre sur les factures d'énergie à partir du mois de janvier? Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour, je sais pas, nous rassurer ou nous inquiéter sur nos factures d'énergie à partir du mois? Non, mais peut-être que l'État va dire, on peut plus rien faire parce que les taux d'intérêt remontent, parce qu'il y a plus d'argent public, etc. Ou bien il va y avoir des dispositifs. Alors je me doute bien que vous allez pas tout nous dire, mais est-ce que quand même on peut avoir des pistes ou pas? Déjà, je vais rappeler ce qu'on a fait. Parce que nous sommes mais le ça, seul. C'est le passé, ça. Oui, c'est le passé, mais enfin, ça va jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, si vous voulez, c'est de l'argent. C'est qu'on a 9 jours d'hiver. Non, mais on a la visibilité. C'est sonnant. Pardon, c'est sonnant et trébuchant. Oui. C'est le blocage des prix de l'électricité, c'est le blocage des prix du gaz. Vous n'avez aucun pays européen. Et les remises à l'essence. Vous n'avez aucun pays européen qui ne soit allé aussi loin sur les factures d'électricité et de gaz. Deuxième élément. On ne voit pas bien pourquoi un gouvernement qui a toujours fait de ce sujet de protection du pouvoir d'achat des consommateurs, en particulier sur les prix de l'énergie, on changerait du jour au lendemain de posture. On sait qu'il y a aussi les chèques énergie. Je rappelle que l'année dernière, le chèque énergie avait augmenté et qui permet d'aller aider les plus modestes, les 2 premiers déciles, donc c'est-à-dire les 20% des Français qui ont les revenus les plus bas, à pouvoir se chauffer. Et que ces chèques peuvent être utilisés pour du fioul, pour des pellets de bois, pour du gaz naturel ou de l'électricité. Donc on a des leviers. Ils existent. Ça sera la discussion de l'automne prochain. Ça s'appelle un projet de loi de finances. Donc, ça sera un des enjeux de cette discussion. Et d'ores et déjà, on l'a vu sur le débat du projet de loi pouvoir d'achat, c'est une discussion qui a été posée. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire structurellement sur le prix du gaz et de l'électricité. Vous savez qu'on travaille à une plateforme d'achat collectif sur le gaz naturel et on a une réflexion sur le plafonnement du prix du gaz. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse sur l'électricité, c'est de donner le maximum de visibilité sur les capacités de production électrique de la France. Et là, c'est vrai que l'incertitude qu'il y a autour de la production du gaz, d'électricité d'origine nucléaire
notamment du fait de l'arrêt de centrales, appelle à donner avec beaucoup de transparence et beaucoup de visibilité ce qu'on est capable de faire. Et il est probable que cette visibilité accrue permettra de, je dirais, un peu baisser la pression sur le prix de l'électricité français. Je rappelle que le prix de l'électricité français, il est plus connecté au prix du gaz. Il est beaucoup plus élevé que chez nos voisins allemands et espagnols. Je parle du prix sur le marché, pas du prix que payent les ménages, parce que les ménages, eux, ils ont le prix le plus bas d'Europe. Mais celui qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, il est élevé à cause de ce problème d'électricité nucléaire. Reste l'avenir quand même en France ? Oui, tout à fait, parce que c'est pas parce qu'à un moment on a des difficultés qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le nucléaire aujourd'hui, c'est 60 à 70% de notre production d'électricité. Ça a marché pendant des années. Ça nous permet d'être un des rares pays à avoir une électricité quasiment intégralement décarbonée et en fait très compétitive en termes de coût de revient de production. Donc tout ça, c'est pas effacé du jour au lendemain. Ensuite, on constate aujourd'hui que ça fait 40 ans qu'on a construit des centrales nucléaires et qu'il faut faire les maintenances des 40 ans. Voilà, c'est un moment à passer qui suppose une très bonne organisation opérationnelle d'EDF pour pas perdre de temps sur ces maintenances. Et puis, il y a ce sujet de corrosion qu'il faut traiter. Et je crois, l'autorité de sûreté nucléaire a validé le plan proposé par EDF. Donc, avançons. Merci Agnès Pannier-Runacher. Merci. Fin des GG.